Bonjour, je suis Jean-Claude Yao. Nous sommes l'équipe 6 qui est composée de Déborah Aubin, Jérôme Godbout, Jean-Claude Yao moi-même et Kathleen Benavides. Notre projet concerne la fabrication d'une plaque chauffante à énergie solaire pour les ménages des zones rurales de la Côte d'Ivoire. La présentation est comme suit. En point 1, on aura la présentation du pays et la pertinence du projet. En point 2, les caractéristiques du projet. Et en point 3, le modèle d'affaires. La Côte d'Ivoire est un pays francophone d'Afrique de l'Ouest situé le long du golfe de Guinée. Elle a une superficie de 322 462 km² avec une population de plus de 24 millions d'habitants. C'est une ancienne colonie française au climat tropical. Elle fait frontière avec la Guinée, le Libéria à l'ouest, le Mali et le Burkina Faso au nord, le Ghana à l'est et au sud, elle est bordée par l'océan Atlantique avec 520 km de côte. L'économie de la Côte d'Ivoire est essentiellement basée sur l'agriculture, avec des cultures d'exportation comme le cacao, le café, l'EVA, le palmier à huile. La Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao qui sert à la fabrication du chocolat. L'agriculture, comme je l'ai dit, est le sort de l'économie. Elle participe à la formation d'environ 20% du PIB et emploie presque la moitié de la population. La Côte d'Ivoire est la première économie de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui regroupe le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. L'UMOA compte plus de 110 millions d'habitants. On peut donc dire que la Côte d'Ivoire peut être un pays leader pour notre produit dans cette région-là. La pertinence du produit concerne un peu ces aspects au niveau de l'environnement et également au niveau de la déforestation de la Côte d'Ivoire. Il faut savoir qu'en 1960, le pays était recouvert de 16 millions d'hectares de forêt et que 50 ans plus tard, il n'en reste plus que 2 millions. Les causes sont essentiellement dues à l'agriculture industrielle, à l'abattage également de gros arbres pour l'exportation ou l'utilisation locale dans la fabrication des meubles et dans la construction. On se rend de plus en plus compte que l'utilisation également du bois comme source d'énergie, tel que le charbon de bois et le bois de feu pour la cuisson des aliments, sont également très importants dans la déforestation ivoirienne. Ici, on montre un peu le cycle du bois depuis la déforestation de nos forêts jusqu'au transport à la fabrication du charbon et qui finissent au niveau des foyers dans les ménages. Le bois de chauffe, le charbon de bois et les déchets agricoles qui sont des combustibles lignés constituent la première ressource énergétique en Côte d'Ivoire, représentant environ 73%. Près de 87% de la population a recours à cette ressource-là pour la cuisson des aliments. En 2009, on a estimé que 47% de la population urbaine dépendait du charbon de bois pour la cuisine et qu'environ 95% de la population rurale utilise le feu de bois pour la cuisine, le gaz butane étant quasiment inexistant dans ces régions-là. Dans les ménages, la combustion de la biomasse dégage des particules nuisibles qui sont responsables de plusieurs pathologies. Et cela a été démontré par plusieurs études épidémiologiques. Il s'agit notamment des infections aiguës des voies respiratoires inférieures, comme la pneumonie, surtout chez les enfants en bas âge. Il s'agit des maladies respiratoires obstructives chroniques, comme la bronchite chronique et les emphysèmes pulmonaires, surtout chez les femmes adultes. Il s'agit également de bébés qui naissent avec de faibles poids lorsque les mères sont exposées pendant longtemps à la fumée. Il s'agit également de l'augmentation des risques de cancer. On a vu que l'évolution du massif forestier ivoirien était à 16 millions d'hectares en 1960. Elle est passée à 4 millions d'hectares en 1993. Et aujourd'hui, en 2012, jusqu'à aujourd'hui, elle est autour de 2 millions d'hectares. L'exploitation intensive de la forêt a entraîné des conséquences qui sont désastreuses, notamment la disparition de la forêt, la disparition de certaines espèces d'arbres et d'animaux, l'appauvrissement des sols, la baisse du rendement au niveau des cultures maraîchères, et le changement climatique que tout le monde connaît maintenant, ce qui fait que les saisons se chevauchent de plus en plus dans nos régions. Face à ces problèmes-là, des solutions ont été initiées par l'État de Côte d'Ivoire. L'État a mis en place une politique de vulgarisation du gaz butane qui a débuté depuis 1993, notamment par la subvention du gaz d'usage ménager et également par la sensibilisation des ménages à l'utilisation des foyers améliorés. Malheureusement, triste est de constater que toutes ces initiatives-là sont restées inaccessibles pour les populations vivant dans les zones rurales. On présente ici un peu quelques images
d'une bonbonne de gaz de 6 kg qu'on appelle communément en Côte d'Ivoire le fait-tout. Le prix d'achat est d'environ 35 dollars canadiens, soit environ 15 000 francs CFA, et la recharge, chaque fois, va coûter 2 000 francs CFA, soit 5 dollars canadiens. Pareil pour au niveau des foyers améliorés, qui consomment moins de combustible, les prix varient entre 3 500, soit 9 dollars canadiens, à 10 000 francs CFA, 24 dollars canadiens. Ces prix demeurent prohibitifs pour les populations vivant en zone rurale. Et donc, le succès des solutions sont vraiment limités au niveau des zones rurales. La Côte d'Ivoire, la population rurale est pour 49,7%, la population urbaine est à 50,3%, pour une population totale, comme on l'a dit, de plus de 24 millions d'habitants. Malgré donc les mesures d'accompagnement et de sensibilisation qui ont été mises en place par l'État et les ONG, l'usage du gaz butane et des foyers améliorés reste très limité dans les zones rurales. Les raisons sont multiples. D'abord, le prix du gaz butane, la petite bouteille qu'on appelle fait tout, et les foyers améliorés modernes restent prohibitifs pour les ménages des villages. L'approvisionnement en gaz est également difficile en raison des voies d'accès qui sont impraticables. Enfin, la sensibilisation reste insuffisante, notamment dans les zones rurales. Notre produit s'appelle le hualo, qui signifie en langue locale à Caen « soleil chauffant ». Hua veut dire soleil et lo veut dire chaud. Le produit se présente sous la forme de plaques chauffantes à un rond, alimentées avec un panneau solaire de 200 watts. Le produit se recharge donc facilement en l'exposant au soleil. Le temps de recharge nécessaire pour une autonomie de 2 heures de cuisson est d'environ 7 heures. C'est un système individuel qui sera fourni pour chaque famille. Il est très léger, il est robuste et nécessite très peu d'entretien. Les plaques que nous cherchons à commercialiser répondent à des contraintes auxquelles les villageoises ivoiriennes font face afin de pouvoir cuisiner. Selon les villages et le niveau de développement de celui-ci, on constate que les femmes ivoiriennes ont 2 types de cuisine, à base de pierres qui servent à délimiter la cuisine en utilisant le feu de bois comme source de chaleur, et des réchauds qui fonctionnent au gaz, butane et méthane. Notre produit vient assurer un gain de temps et d'énergie physique aux femmes qui doivent collecter et transporter du bois loin du domicile, ainsi que de réduire le temps consacré à la cuisine en leur épargnant le long processus que leur méthode traditionnelle implique. Chercher le bois, allumer le feu. Il permet également d'assurer la sécurité des villageoises exposées aux gaz explosifs des réchauds ou aux dangers lors des collectes et transports du bois. L'existence de notre produit représente une opportunité pour les femmes d'acquérir un statut dans les villages, car celui-ci leur permet d'écourter le processus de cuisine et donc d'exercer d'autres activités. Certaines d'elles auront l'occasion de constituer une ressource clé du réseau de distribution du produit en tant qu'agent de commission. Notre plaque contribue également à la préservation de l'environnement. D'une part, elle permet de réduire la consommation de bois, qui devient une ressource rare et limitée, due à la déforestation que la Côte d'Ivoire connaît en ce moment. Ainsi, nous proposons une alternative durable, car la plaque nécessite uniquement d'énergie solaire. D'autre part, en remplaçant les types de cuisine traditionnels des villageois, notre plaque permet de réduire les émissions de CO2 provoquées par les feux de bois ou la combustion des gaz comme le méthane ou le butane. Ce sont des gaz naturels servant comme combustible des réchauds. Le choix de la population s'est centré tout d'abord sur les personnes vivant en zone rurale, qui sont contraintes de cuisiner en utilisant du bois ou des réchauds. Il faut noter que même si certains ménages peuvent avoir accès à l'électricité, elle reste chère, donc peu abordable pour eux. Ils ne s'en servent pas pour cuisiner et privilégient les autres méthodes. En ce qui concerne la pauvreté en Côte d'Ivoire, on constate que 56,8% de celle-ci est concentrée en zone rurale. Nous avons décidé de développer notre produit avec l'aide du village de Bunta, situé dans le département de Biankouma, dans la région de Tongpi. Le produit sera développé à partir des observations et échanges réalisés avec les habitants du village et ceux de la région. Celle-ci est très pauvre et sous-développée. C'est l'une des régions contribuant le plus à la pauvreté du pays. Elle abrite 5,7% des pauvres sur 46,3%, mais regorge un énorme potentiel économique. Il compte avec des ressources minières, or, fer, agricoles, cacao, café, riz, maïs et forestières. Cette région s'étend sur 12 284 km² et compte
4,3% de la population. Notre segment de clients est spécifiquement centré sur les femmes villageoises de la région de Tongpi, car ce sont celles qui se chargent du processus de cuisine, chercher le bois, allumer le feu et cuisiner. Elles comptent pour environ 47% de la population de la région. Nous visons dans cette proportion les femmes âgées de plus de 18 ans. Nous visons un partenariat avec certaines d'entre elles en tant qu'agents de commission pour la commercialisation du produit. Par la suite, nous souhaitons étendre notre segment aux régions voisines et éventuellement aux pays voisins, comme la Guinée, Burkina Faso et Libéria. Bounta est un village au milieu des montagnes, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, et compte avec un chef de village. Mais il a des difficultés d'accès, notamment à cause de creux dans la terre. Cependant, c'est un village dynamique grâce à sa population et sa double place de pôle économique dans tout le département de Biankouma. La terre est généreuse et il y a une riche culture du cacao. Le village compte avec 6000 habitants, mais les besoins sont ceux de base, routes, sécurité et centres de santé. Le développement de la route est soutenu par le Conseil du café cacao pendant ses campagnes. Cependant, quand cette campagne prendra fin, il sera difficile de maintenir les routes à cause de la pluie. En effet, Bounta ne représente qu'un des villages ayant ce genre de difficultés dans le département de Biankouma. La route est nécessaire pour eux, aussi bien que pour nous, car nous devons faire parvenir les plaques chauffantes. C'est pour cela que nous avons pensé à un réseau de transport pour joindre les villages présentant des difficultés d'accès dans le département de Biankouma, voire dans l'ensemble de la région de Tongpi. Nous comptons transporter les plaques en voiture jusqu'au point où la route se termine. À ce point, nous mobiliserons les jeunes des villages situés dans le périmètre pour transporter les plaques en moto. Il s'agira de 3 jeunes par village qui seront sélectionnés par leur chef. Ils seront rémunérés en prenant en compte les dépenses en carburant et les profits. Ainsi, nous créons un réseau de transport qui fait travailler la jeunesse, ce qui constitue un élément de valeur pour les villageois. Nous avons choisi les motos car elles pourront plus facilement esquiver les creux et passer par les côtés. Les motos ne seront pas fournies par l'entreprise, mais seront celles que les villageois possèdent. Il faut compter que nos plaques sont légères, ce qui facilite le transport. Ils devront faire plusieurs allers-retours selon les besoins de leur village. Cependant, à long terme, la route est nécessaire afin d'assurer l'approvisionnement de nos produits. Il est nécessaire de sensibiliser l'État sur les difficultés que rencontrent ces villages afin de conclure des projets d'infrastructure. Nous avons comme projet de travailler avec les chefs de village afin de penser à un programme de construction de routes qui serait avantageux pour les parties prenantes, mobilisant une main-d'œuvre locale avec des financements souverains et investisseurs privés. Nous espérons compter avec le financement du Conseil du café cacao et ses partenaires. Ces derniers seront très avantagés par ces mesures étant donné que la culture du café et du cacao est l'activité principale de la région, mais leur commercialisation reste difficile à cause de mauvaises routes. Le réseau de distribution compte énormément sur les villageois. Nous avons constaté qu'il est difficile de joindre les consommateurs, les influencer et communiquer sur notre produit. En effet, nous avons abordé dans le point précédent le problème d'infrastructure. Mais il reste encore la difficulté à influencer les communautés. Les membres de la communauté sont soudés et ont des traditions locales. Et il se peut qu'elles diffèrent selon le village. Le type de communication doit donc s'adapter. C'est pour ces raisons que nous avons décidé de former des femmes afin d'assurer la promotion du produit dans les villages. Elles agiront comme des agents de distribution, c'est-à-dire que nous leur fournirons les produits afin qu'elles les vendent et sur chaque vente, elles garderont un pourcentage. La formation les aidera non seulement à connaître le produit, mais également à gérer le revenu généré par les ventes, ce qui permettra la durabilité des ventes. Comme nous le savons, pour réussir un projet à la BDP, l'important est d'intégrer la population locale dans la chaîne de valeur. C'est pourquoi nos clients, soit les femmes des zones rurales et plus particulièrement du village visé, seront donc intégrés dans la chaîne de valeur. Les jeunes du village seront également intégrés. Nous souhaitons donc développer une relation gagnant-gagnant pour nous et pour nos clients, puisque les femmes et les jeunes recevront un salaire pour leur aide à la commercialisation et à la distribution du produit, et nous aurons aussi un revenu lié à l'achat du produit par nos clients. Pour ce faire, nous agirons à 2 niveaux. Tout d'abord, nous comptons les intégrer dans la phase de développement du produit, c'est-à-dire leur demander leur avis concernant le design du produit, mais aussi et surtout sur sa praticité pour elles dans leur façon de cuisiner, afin que notre produit soit adopté par les clients. De plus, nous prendrons aussi en considération leur avis et leur feedback pour adapter le produit en fonction de leur retour, afin qu'il soit le plus performant et utile pour eux.
C'est pourquoi il paraît essentiel de développer une relation basée sur la confiance, en essayant de comprendre le mieux possible leur mode de vie, leurs habitudes et leurs coutumes au niveau de la cuisine, pour améliorer du mieux possible leurs conditions de vie. Il faudra donc être bien attentif à tout ce qui nous sera transmis comme information de leur part. Finalement, nous comptons également les intégrer dans la phase de commercialisation et distribution du produit. Pour ce faire, nous savons que l'un des principes importants de la BDP réside dans l'éducation des clients pour qu'ils puissent faire des choix informés du mieux possible. Il s'agira donc ici de choisir les femmes dites leaders dans le village, qui sont respectées et écoutées par les autres femmes, pour les former puis les éduquer sur l'utilisation du produit. Enfin, dans un second temps, lorsqu'elles seront assez à l'aise et convaincues par celui-ci, nous les formerons pour la promotion et la distribution du produit, et nous leur donnerons un emploi, qui représentera une opportunité pour elles, aussi bien au niveau économique que social. En effet, elles agiront à titre d'agents de distribution du produit, puis elles aideront à faire accepter le produit aux autres membres du village en leur montrant comment s'en servir, en aidant à la promotion du produit à travers les autres femmes et en distribuant le produit aux femmes intéressées par ce dernier. Il ne faut pas non plus oublier que nous intégrerons également les jeunes du village dans notre réseau de distribution, en leur donnant également un emploi et un salaire. C'est pourquoi nous développerons une relation intégrée avec nos clients et plus particulièrement les femmes leaders. Bien évidemment, nous sommes conscients que cela ne se fera pas du jour au lendemain et qu'il faudra du temps, de la patience et de l'énergie pour que notre équipe soit tout d'abord acceptée par la communauté locale et par la suite pour comprendre et cerner leurs besoins et faire en sorte que le produit y réponde au mieux possible afin qu'elle décide de nous aider à sa commercialisation. Plusieurs ressources clés nous seront nécessaires afin d'assurer le succès du produit et de fournir notre proposition de valeur aux clients ciblés. Tout d'abord, les ressources humaines semblent être la ressource clé la plus importante. Nous aurons donc besoin des femmes leaders des villages, considérées comme des agents de distribution du produit. De plus, il nous faudra également envoyer sur place des agents formateurs qui connaissent le produit et sa technologie et qui se chargeront de donner la formation sur l'utilisation du produit aux femmes leaders, afin qu'elles puissent à leur tour former les femmes du village qui pourront ensuite utiliser les produits pour leur cuisine quotidienne. Nous compterons également parmi nos ressources humaines les jeunes du village sélectionnés pour se charger du transport du produit de la fin de la route au village via leur mobilette. Il faut également prendre en compte les employés de l'entreprise partenaire qui travaillent sur notre produit et sur le développement de sa technologie. Par la suite, au niveau de la technologie, cette dernière existe déjà. C'est pourquoi nous n'aurons pas beaucoup de besoins en termes de recherche et de développement. En effet, nous utiliserons donc l'énergie solaire et les panneaux solaires via une technologie compacte qui servira à réduire le nombre de pièces présentes et donc le prix, mais également une utilisation plus optimale du produit par nos clients. Il nous faudra donc acheter le brevet de cette technologie à l'entreprise spécialisée avec laquelle nous ferons un partenariat pour la fabrication. Il nous faudra également acheter le nom de marque. Puis, nous aurons également besoin de ressources financières pour que le projet puisse voir le jour. Nous comptons donc sur notre propre capital financier, des prêts ou encore des dons d'ordre philanthropique par exemple. Enfin, nos différents partenariats, fiables et engagés dans le projet, celui avec l'entreprise pour la technologie, ou encore celui avec la communauté locale pour l'approbation, la promotion et la distribution du produit, sont également considérés comme des ressources clés. En revanche, nous n'aurons donc pas besoin de ressources physiques telles que les installations d'usines, des terrains ou autres, puisque nos produits seront fabriqués par une entreprise partenaire. Plusieurs processus clés seront également requis pour que le produit voie le jour. Tout d'abord, il faudra faire des rencontres avec la communauté locale. Comme nous l'expliquions précédemment, il s'agira lors de ce processus d'identifier leurs besoins et de comprendre leur mode de vie pour leur proposer un produit utile et de qualité, ainsi que pour les intégrer au mieux dans la chaîne de valeur. Il sera également nécessaire d'intégrer le processus lié aux formations des femmes leaders du village. Afin de leur faire accepter le produit au mieux, il faut donc que les femmes comprennent comment s'en servir, mais aussi les bénéfices qui sont associés au produit. Mais également afin de leur apprendre à former les autres femmes du village quant à l'utilisation du produit. Nous les formerons également pour la distribution et la promotion du produit. Il faudra aussi former les jeunes quant à leur rôle dans le transport du produit jusqu'à leur village. Par la suite, nous aurons également le processus de fabrication et de conception du produit. Ici, nous ferons donc appel à une entreprise spécialisée en énergie solaire afin qu'elle nous aide à intégrer la technologie que nous souhaitons dans le produit. Il y aura donc ici un partage de connaissances entre elles et nous quant à leur technologie. Notons également que le processus de distribution du produit fera partie des processus clés. En effet, puisque celui-ci se fera par l'intermédiaire des jeunes et des femmes du village, il faudra s'assurer qu'ils ont bien compris le mécanisme et les enjeux et qu'ils s'occupent correctement de sa distribution à travers leur village. Il ne faut pas non plus oublier le processus de budgétisation qui doit être établi aux différentes étapes du projet, mais qu'il faut également sans cesse revoir et modifier en fonction de ce qui se passe dans la réalité par rapport à ce qui est prévu. La planification du projet est également un processus important et nécessaire afin d'évaluer le temps de durée du projet,
les étapes de celui-ci, l'opportunité donnée, etc. Et pour finir, le processus de vente du produit. Il sera donc fait par l'intermédiaire des femmes du village. Elles seront également chargées de transmettre les commandes des ménages qui composent leur village à notre entreprise, qui par la suite se chargera de les faire fabriquer par l'entreprise partenaire et les acheminera ensuite jusqu'aux jeunes du village, qui se chargeront à leur tour du transport du produit jusqu'à leur village pour les remettre aux femmes leaders qui ensuite les vendront aux autres membres du village. La vente sera tout de même supervisée par notre entreprise qui se chargera du bon déroulement du processus. Pour ce qui est des partenariats clés, nous avons repéré quelques comités, organisations qui vont pouvoir nous permettre de mettre en place notre produit facilement en Côte d'Ivoire, puis nous fournir une expertise là, très très valable pour réussir à développer notre produit. Donc pour commencer, on a le comité de réflexion et d'action pour le développement de l'Ouest, le CRADO, qui se charge en fait d'encadrer et de promouvoir les activités de développement dans la région du Bian-Kouma. Donc tout ce qui est activités de développement permettant à aider la région à fleurir, ce comité-là va pouvoir aider toute organisation qui veut bien se développer, puis mettre en place des nouveaux projets. Par la suite, on a le ECRI, qui est le ECOWAS Center for Renewable Energy and Energy Efficiency. Notamment, cette organisation-là, notamment en collaboration avec Stove Plus, ont fait plusieurs études en Côte d'Ivoire pour analyser justement les dépenses des ménages liées à la cuisson, puis les modes de comment les familles fonctionnent pour la cuisine. Donc, on fait plusieurs études sur le temps passé par chaque ménage à effectuer la cuisine, quels produits étaient utilisés. Et leur objectif principal, c'est de favoriser une utilisation plus verte de l'énergie dans le domaine, justement. Donc, notre projet cadre complètement avec leur orientation, considérant qu'on utilise des panneaux solaires puis non des combustibles à bois ou du gaz. Justement, Stove Plus aussi est une organisation qui vise à améliorer l'accès à des solutions de foyer améliorées en Côte d'Ivoire. Cette organisation-là a près de 20 ans d'expérience sur le terrain, plusieurs études, comme je disais, notamment en collaboration avec le ECRI. Donc, cette organisation-là apporte souvent un soutien technique aux projets porteurs de développement dans la région. Donc, notre projet cadre vraiment avec leurs orientations, considérant qu'on vise à améliorer la qualité de vie des habitants de la Côte d'Ivoire, principalement des populations rurales, puis qu'on vise aussi à avoir un développement plus vert là, avec l'utilisation de panneaux solaires. Finalement, pour ce qui est justement des panneaux solaires, on a GSPV, qui est une compagnie chinoise qui travaille principalement dans la fabrication de panneaux solaires, puis qui produit aussi en Afrique. Donc, cette organisation-là permet, ce partenariat-là va nous permettre de développer un panneau solaire qui est plus adapté à nos besoins pour seulement un seul élément chauffant. Donc, on pourra aller vers un panneau là, d'environ 200 watts. Puis cette compagnie-là permet d'offrir des panneaux à faible coût qui peuvent être très bien transportés, puis qui transportent déjà jusqu'en Afrique. Donc, avec un partenariat avec eux, on pourrait réussir encore plus à limiter nos coûts, avoir un produit qui colle vraiment avec nos besoins aussi. Pour ce qui est de la structure de coûts, ça se détaille en quelques points. Donc, on a, comme préalablement mentionné, les coûts de formation, parce que nous visons à former des leaders sur le terrain, les femmes, en fait, qui sont dans des communautés rurales, qui vont nous permettre à mettre de l'avant notre produit. Donc, ces femmes-là nécessitent un peu de formation pour bien comprendre le fonctionnement du produit, puis être capable aussi de bien le vendre, puis de bien le mettre en valeur par la suite aux autres. Donc, ici, on aurait un coût au niveau de leur formation au départ, puis plus nous aurions besoin de leaders sur le terrain ou de femmes qui pourraient nous aider, mais on devra refaire des coûts de formation, évidemment. Pour les coûts de conception, en fait, on a un partenariat avec GSPV d'Anticiper. Donc, évidemment, il faudra faire un peu de recherche-développement pour pouvoir développer le panneau solaire qui concorde vraiment avec les besoins. On a déjà des produits présents sur le marché qui permettent de fournir le 200 watts nécessaire à faible coût. Donc, un partenariat avec eux pourrait nous permettre là, de développer un produit encore plus efficace, puis probablement plus robuste pour nos besoins. Pour ce qui est des éléments chauffants, déjà plusieurs modèles existent sur le marché. Il faudra juste regarder comment les développer avec un nombre de pièces plus limité pour diminuer les coûts encore plus. Mais les produits existent déjà à très faible coût. Là, on a des produits qui existent déjà vers les seuls éléments chauffants à 20$ environ. Par la suite, on a les coûts de distribution, évidemment. Donc, on a des coûts liés au transport en voiture, mais aussi aux commissions payées aux personnes qui vont terminer le transport de nos produits en moto, considérant les routes très mal développées dans plusieurs secteurs. Donc, on a des coûts de transport là, qui sont distribués
en deux étapes. Donc les coûts en voiture puis les coûts en moto par la suite. Pour ce qui est des coûts de production, mais on a les panneaux solaires et on a les éléments chauffants qui sont inclus dans ces coûts de production qui vont entrer en ligne de compte. Pour ce qui est des comparables, nous, notre produit aura un coût de production d'environ 40 $ avec les estimations. Pour les panneaux solaires, on peut aller vers un panneau solaire là, de 200 watts tel que mentionné précédemment. Et pour l'élément chauffant, on a un élément qui demanderait environ 700 watts à l'heure. Donc, au bout de 7 heures environ, là, notre produit pourrait être pleinement chargé avec le panneau solaire qui sera installé. Notre produit, on a plusieurs, pour ce qui est de l'élément, je veux dire, on a plusieurs produits comparables qui existent déjà puis qui se détaillent dans des faibles coûts, là, tels que précédemment mentionné. Pour les panneaux solaires, les prix varient énormément, mais on pense être capable d'avoir un... La compagnie GSPV détaille déjà des panneaux solaires à 26 cents par watt. Donc, si on réussit à créer un panneau solaire là, qui pourra aller dans les coûts encore plus faibles, là, on pourrait aller peut-être même jusqu'à 15 cents par watt ou quelque chose comme ça. Là. Donc, on pourrait avoir un panneau solaire très peu dispendieux puis qui va répondre à nos besoins. Pour ce qui est de l'élément, on peut aller en dessous du 15 $, considérant qu'il y a déjà des éléments qui se vendent presque à ces prix-là. Donc, si nous, on réussit à limiter le nombre de pièces, on réussit à le rendre le plus simple possible, on peut facilement couper dans les coûts encore à ce niveau-là. Donc, notre produit se compare. Le principal concurrent, en fait, là, le principal comparable, c'est le feu de bois, la cuisson sur feu de bois. Donc, oui, ça implique aucun coût, considérant qu'on utilise le bois qu'on va couper. Par contre, ça implique un très grand nombre de temps pour aller le chercher, puis plusieurs problèmes, tels que mentionné au début de la présentation, là, au niveau de la santé. Donc ici, ce que nous proposons, c'est un produit qui est plus simple d'utilisation, qui demande beaucoup moins de temps pour aller chercher le bois, physiquement moins demandant. Donc ici, c'est là qu'on va gagner. Notre produit réussit à être très, très abordable. Donc ça peut être une solution très gagnante pour eux, là, considérant qu'il y a un gain en temps là, énorme. Plus la déforestation avance, plus le temps de déplacement pour aller chercher le bois est grand. Donc plus notre produit est intéressant. Pour ce qui est de la cuisson à gaz, mais le coût, tel que mentionné, de la consigne, du carburant ainsi que du brûleur, là, très très élevé. Donc notre système à nous propose une efficacité aussi grande à un coût très 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 bas. Puis en plus, on ne demande une fois l'installation faite de notre produit avec les panneaux solaires, on n'a aucun rachat supplémentaire, contrairement au gaz où on doit s'alimenter constamment en gaz. Nous, une fois que l'installation est faite, notre produit est bon. On n'a plus besoin de racheter aucun autre produit supplémentaire. Maintenant, si on regarde au niveau des revenus, on a un prix de vente d'environ 50 $ pour notre produit. Donc un petit peu au-dessus du coût de production. Par la suite, dans les coûts de production, on a notre marge bénéficiaire, nos frais fixes, puis nos bénéfices ou pertes nettes. On a fait une projection sur 5 ans. Donc, comme on peut le constater, les 3 premières années on a des pertes. Par contre, il faut se souvenir que la première année, nous souhaitons implanter notre produit seulement dans un seul village pour pouvoir vraiment le mettre au point, le tester et bien comprendre son fonctionnement. Donc, on a un prix, là, on a la première année, on estime environ 100 ventes. Par la suite, par contre, si on regarde nos sources de revenus, c'est sûr que comme on vise seulement un seul village pour le départ, nos revenus sont limités. Par contre, notre produit, on a grandement confiance en lui, puis on sait aussi que plus on aura de personnes qui pourront faire la vente de notre produit, puis un plus grand nombre de leaders, plus il va se répandre rapidement, surtout par son faible coût qui est vraiment plus abordable que la cuisson au gaz, puis qui fait gagner beaucoup plus de temps que le feu de bois. Donc, plus on aura de personnes détentrices du produit, qui seront des ambassadeurs sur le terrain, si on peut dire, puis plus on pourra faire de formation aussi pour des nouvelles femmes présentes dans différents villages, puis différentes communautés rurales, mais plus on pourra mettre de l'avant notre produit, puis il sera intéressant pour un plus grand nombre de personnes. Donc, on peut anticiper facilement une augmentation des ventes pour en arriver après à la 4e année à des bénéfices nets, puis pour la 5e année, un bon nombre de bénéfices nets. Donc, comme notre produit offre une excellente alternative, on anticipe rapidement une hausse de la demande. La présentation touche à sa fin. Merci de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.